Révalorisation du métier d'enseignant pour les femmes en République démocratique du Congo. Voilà un défi majeur pour le secteur de l'éducation. Ici, à Kinshasa, nous, c'est la radio-télévision thématique de l'éducation. Nous sommes suivis partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire le plein de tous les bouquets, que ce soit au niveau national et international. Pour aborder cette thématique, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui des têtes pensantes, de cerveaux bien aguerris pour apporter une solution pédagogique, une réflexion sur la table autour de cette révalorisation. Comment on peut arriver à mettre en valeur la femme dans le secteur de l'éducation? On va en parler aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir, voulais-je dire, de recevoir Sophie, la seule femme Kanjinga. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes professionnel de la Craie Blanche. Tout à fait. Très très bien. À vos côtés, nous avons l'immense plaisir de recevoir, comme d'habitude, le directeur-chef de service de la radio-télévision thématique de l'éducation, Monsieur Gichungu. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir sur ce plateau. C'est co-débatteur. Très très bien. Co-débatteur. Allez. À ma gauche, Meles Ndelo, toujours aussi percutant. Nous espérons que vous serez encore une fois aujourd'hui, professionnel de la Craie, syndicaliste, membre du comité, actuel directeur de l'UNPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour très bien. Allez, pour finir cette présentation, nous avons encore une fois le bonheur de recevoir pour la première fois depuis le nouveau format Fierté Dinangar, analyste politique, professionnel de la Craie, mais également aussi acteur social. Bonjour et bienvenue. Merci. Ravi de vous accueillir ce matin. Le plaisir est partagé. Allez, Sophie Kanjinga, je me tourne vers vous. Nous allons aborder cette thématique avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Nous allons d'abord faire l'autopsie de la situation actuelle de l'enseignant en République démocratique du Congo. S'il faut parler de ce métier en général, sans pour autant mettre de côté les hommes ou les femmes, faisons une autopsie générale de ce métier. Bon, enseigner, c'est l'un des meilleurs métiers, si vous voulez, qui puisse exister sur cette terre. Parce que quand les hommes et les femmes naissent, ils doivent être cultivés, ils doivent être instruits. Et la première étape que tout le monde suit avant de devenir adulte, c'est de passer par l'école. Donc, l'enseignement, j'ai toujours dit que c'est l'un des meilleurs métiers, comme je l'ai dit au début. Donc, maintenant, il faut faire l'autopsie pour savoir pourquoi est-ce que ce métier n'est pas aussi si valorisé comme les autres métiers, alors que c'est l'un des plus anciens métiers du monde. Très bien. Sophie parle de la révalorisation de ce métier. Alors, je ne veux pas aller à ma gauche, je veux rester à ma droite pour prendre Gichungu. Pourquoi est-il important aujourd'hui de revaloriser le métier d'enseignant spécifiquement pour les femmes? Pourquoi est-il important? Ben, on va le dire que c'est un constat qui a été fait depuis un bon moment. C'est des intéressements qui se constatent au niveau des femmes enseignantes. Et certaines études ont attesté que la capacité de mieux enseigner ou de faire mieux assimiler la matière, lorsque l'on passe par la femme, le résultat est favorable. Donc, je le dirais autrement, la femme a beaucoup plus cette capacité de mieux faire assimiler la matière aux enfants, aux élèves. Parce que la femme, c'est avant tout une mère, et la femme utilise les meilleures méthodes qu'il faut, un peu comme ceux qui disent que l'enseignement en langue nationale permet une meilleure assimilation de cours. Et ici, on a également ressorti que la femme, c'est cet être qui est capable de faciliter la bonne compréhension, la meilleure compréhension lorsqu'on parle de l'apprentissage pour les enfants. Voilà pourquoi des études ont suggéré qu'il y a eu ce retour vers la révalorisation du métier en mettant en premier plan la femme enseignante. Très bien. Profondes qui font à ce que ces femmes soient sous-valorisées dans le secteur de l'éducation. Déjà, vous parlez des causes au pluriel. Il y en a assez. Déjà, je dois commencer par la question du traitement de la personne enseignante.
Il vous souviendra, autrefois nous avions discuté ici sur le salaire, la rémunération de ce que l'enseignante, pour le cas sous examen, gagne mensuellement. Je vous informe aujourd'hui qu'il y a un problème de la question des zones salariales. Les enseignantes, parce qu'ici on parle des enseignantes, donc, les enseignantes au niveau des territoires n'ont pas le même salaire que l'enseignante au niveau des chefs-lieux, que l'enseignant au niveau de la ville. Alors que elles toutes, que ce soit celle de la ville ou celle de l'arrière-pays, utilisent le même programme. Il est évident que le salaire est le même. Mais au niveau des avantages maintenant, il est aussi évident que à chaque niveau, donc au niveau des territoires, au niveau des chefs-lieux, les réalités socio-économiques, socio-professionnelles et autres ne sont pas les mêmes. Mais au moins, nous cherchons ce qu'on appelle le nécessaire à tous les niveaux. Déjà, lorsque je vois ma mère, par exemple, enseigner, et ma mère me ramène à la fin du mois un montant moins de $100 par rapport au taux actuel, moi qui suis son fils, même mes sœurs seront découragées d'embrasser la carrière enseignante. C'est déjà un problème au niveau du traitement. Le deuxième problème, c'est au niveau de la prise en charge sanitaire. Nous sommes des humains. L'enseignante que vous demandez aujourd'hui, parce que le souci, effectivement, ou l'objectif de cette émission, c'est que nous puissions pousser la jeune fille à embrasser la carrière enseignante. Mais posons-nous la question concernant la prise en charge sanitaire. Lorsque l'enseignante tombe malade, aujourd'hui, nous bénissons quand même le chef de l'État, en ce qui concerne la couverture en santé universelle, l'accouchement est désormais gratuit, c'est plus la MSP. Non, mais nous avons la mutuelle des enseignants de notre société. Je dois en venir parce que la mutuelle de santé a besoin de beaucoup d'appui. Et la mutuelle, pour votre information, n'est pas dans les 26 provinces administratives. Et pourtant, les enseignants des autres provinces administratives contribuent à la mutuelle sans pourtant bénéficier en retour de la prise en charge sanitaire. C'est un problème. C'est quand même grave comme révélation. Je vous dis que c'est un problème. Vous contribuez alors que vous n'êtes pas bénéficiaire. Oui, oui. En principe, la mutuelle de santé devrait se couper en 4 pour qu'il soit là, donc, faire des sommiers qui soient au moins représentés dans 12 ou 13 provinces. Vous voyez, même jusqu'à présent, la mutuelle de santé est dans 3 provinces. Donc Kinshasa, le Congo central, et puis dans la partie, si je ne me trompe pas, au niveau du Kivu là-bas. 3 endroits. Maintenant, sur les 26 provinces. Et pourtant, tous les enseignants de la RDC contribuent à la mutuelle de santé. Tous les mois. Je vous dis, mensuellement. Alors, l'enseignante, lorsqu'elle tombe malade, elle a un problème au niveau de la prise en charge sanitaire. Pour qu'on puisse vous assister, c'est toute une démarche où vous allez effectivement vous tirer les cheveux. Et vous risquez même de perdre la vie. Il y a encore le troisième problème, parce qu'il y en a assez. La question de harcèlement. Le violence. Oui. Le harcèlement. Les harceleurs. Un préfet, en face de lui, il a une enseignante, et il s'est fait décider. L'enseignante, effectivement, refuse de céder devant le préfet. On ouvre une action disciplinaire. Privation des salaires. Et l'enseignante n'a même pas eu le temps, conformément au texte légaux, article 65, 66, 67, de prêter ses dires et moyens dans les 20 jours, et automatiquement, on suspend l'enseignante. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? L'enseignante est privée d'abord de son travail, et en outre de cela, l'enseignante ne touche pas à son salaire, parce qu'elle a un problème avec le préfet. Beaucoup de femmes sont harcelées, les enseignantes. Et c'est d'ici que je profite. On doit sensibiliser. Le code Saint-Terre, c'est encore combien de code pour dénoncer? Nous allons donner avant la fin de l'émission. Il y a un numéro vert à appeler. On doit vulgariser ces numéros verts. Parce qu'à chaque fois qu'il y a cas de harcèlement, on doit dénoncer cela parce que c'est un frein pour empêcher à nos sœurs, à nos enfants, à nos filles d'embrasser la carrière enseignante. Alors, on va continuer. On a beaucoup de choses à dire autour de cette thématique. Fierté d'Inanga, je suis à vous. Nous sommes dans l'arrière-pays. Nous savons tous que dans certains coins, jusqu'à aujourd'hui, la femme est réduite aux travaux champêtres, aux travaux ménagers et ainsi de suite. Alors, comment faire quitter cette femme son toit? Comment convaincre son mari pour la laisser enseigner dans une école au moment où il y a un tas de problèmes, comme venait de le soulever Mélès Ndelo tout à l'heure? Merci de la question, elle est vraiment pertinente. Au regard des éléments que Méliès a évoqués tout à l'heure, il faudrait
souligner que choisir un travail qu'on aime, on ne regretterait jamais un seul jour de sa vie, dit-on. Ça veut dire qu'au regard du fait que les microcosmes naturels devraient imposer la femme à la compétitivité, mais il y a quand même une volonté émanante de la disponibilité de cette même femme. C'est vrai, les péripéties et les méandres qu'il y a dans ce domaine, même les hommes en subissent, mais les hommes ne lâchent pas prise. Ils sont toujours là. C'est-à-dire que les femmes devraient faire aussi comme les hommes, parce que les méandres et les difficultés, nous en connaissons tous dans ces secteurs. Mais la plus grande réalité, le directeur Chungu l'a énuméré tout à l'heure sur ce plateau, ça veut dire qu'il y a un fait de société qui a d'abord commencé par discriminer cette femme-là. Ça, c'est un fait naturel, depuis la nuit des temps, et les codes d'orientation disent que la femme n'est pas capable. Les femmes qui se mettent dans la peau de l'incapacité restent finalement sans rien faire. C'est-à-dire le problème est d'abord psychologique, oui. C'est d'abord dans la tête. Oui, il faudrait signifier qu'à la table de la prise de décision, on n'attend pas l'invitation, on s'y improvise. Et les femmes congolaises ne doivent pas être... D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elles deviennent plus naïves. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire qu'il faut favoriser la femme. Il faut donner ceci à la femme parce que c'est une femme. À la différence près des sexes, mais il y a au moins des compétitions internationales où on voit des femmes... On tous allés à l'école, on a tous appris... On a fait les mêmes études. Les femmes compétissent, mais parfois rafler même des médailles plus que les hommes. Tu vas voir que lorsqu'on est dans une salle de classe à l'époque, on a des filles, on a des hommes, finalement la fille a une meilleure note que l'homme. Et le garçon ne s'en plaint pas, il se bat pour ses performances. Et puis dans la plupart des cas, dans des classes, il y a toujours les filles qui sont les premières des classes. Mais pourquoi lorsqu'on rentre dans le marché d'emploi, dans la vie sociétale, ça devient un problème de favoritisme ou de discrimination? Et comment convaincre cet homme de laisser sa femme aller enseigner plutôt que de s'occuper du ménage? En province, l'homme est une barrière. Bien sûr, l'homme représente une barrière, mais Mélès Ndelo l'a si bien dit tout à l'heure. Comment faire en sorte que cette femme puisse s'occuper des élèves dans une école plutôt que son foyer? Voilà, aujourd'hui, le monde reste en soi un village planétaire, on a besoin de tous pour exister, et les réalités auxquelles nous nous sommes adaptés ont donné des leçons aux personnes rigides, ces hommes, jadis au village, qui bloquaient la porte aux femmes. Aujourd'hui, faisez-en un tour dans des villages, vous allez voir que ces hommes-là, jadis, qui défendaient aux femmes de pouvoir sortir, ont maintenant un langage. Comment tu peux rester comme ça, comme un sac, tu ne bouges pas? Qu'est-ce que toi... Pas tous, pas tous. Non, mais il y a quelqu'un qui a un avis contraire par rapport aux stéréotypes. C'est ça. Et aujourd'hui, je vais tout simplement dire quelque chose qui est vraiment cohérent, c'est que la femme ne peut pas, en plein 21e siècle, accepter que l'homme lui dise de ne pas aller enseigner. Parce que vous avez été dans l'arrière-pays il n'y a pas longtemps sur plusieurs projets. Je me pose la question, Fierté d'Inanga vit sur quelle planète? C'est ça. Mais vous étiez dans l'arrière-pays il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on se le dise. La supériorité constatée en province, puisqu'on parle de province, la supériorité de l'homme sur la femme, écoutez, c'est presque une dictature. Tout à fait. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que les réalités ont évolué. C'est vrai qu'il y a un désintéressement, je dirais un désintéressement personnel de ces femmes d'aller embrasser le métier enseignant, parce que notamment il y a des raisons comme ceux évoqués par Mélès Ndelo. Mais il ne faudrait pas dire ici que les femmes, les hommes ont compris, ils ont laissé un peu les femmes évoluer sans pour autant constituer la barrière. Ce n'est pas le cas, c'est faux et archi faux. Ici, moi, je pense que la réflexion devait beaucoup plus tourner autour de ce qu'il a abordé en amont. Est-ce qu'il faudrait, puisqu'on parle de ce retour ou la révalorisation de la femme enseignante, est-ce qu'il faudrait pencher du côté favoritisme, parce que moi je suis d'ailleurs contre la masculinité positive, parce que la masculinité positive est mal comprise ici en République démocratique du Congo. Expliquez-vous. Les gens pensent que lorsqu'on parle de la masculinité positive, c'est-à-dire favoriser la femme sans qu'elle ne mérite. C'est-à-dire qu'il y a des postes réservés exclusivement aux femmes. Ça veut dire ici, selon la compréhension de plus d'une personne, c'est-à-dire faciliter à la femme
d'occuper une fonction ou une autre sans pour autant qu'elle le mérite. Parce que c'est une femme, il faut mettre. Parce que c'est une femme, il faut fermer les yeux. Regardez même le choix de certaines femmes. Parce qu'il faut respecter le principe de la masculinité positive. Il faut un quota au préalable pour les femmes. Vous allez voir qu'on n'a pas tenu compte de la méritocratie. C'est juste parce qu'on s'est dit que c'est une femme, on l'a posée là. Mais non, même ces femmes qui devront être rappelées pour le métier enseignant devront mériter être enseignants. Sophie, sinon j'ai fini. Sinon nous allons impacter négativement sur la qualité. Puisque vous parlez de ces femmes qu'on doit trouver ici et là. Mais quelles femmes pour enseigner? Est-ce que toutes ces femmes sont passées par les options pédagogiques, les options d'enseignement? C'est la grande question. La grande question. Voilà. Sophie Kanjinga. Tout à fait. Alors, quelles sont les mesures que, aujourd'hui, notre sous-secteur, le ministère de l'Éducation nationale nouvelle citoyenneté, en particulier le secteur de l'éducation en général, au niveau des autorités du ministère, quelles sont les mesures que nous pouvons prendre aujourd'hui pour donner goût aux jeunes femmes d'embrasser le métier d'enseignant? Il faut faire une autopsie générale de l'enseignement. Demander aux femmes, à travers la sensibilisation, pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas embrasser le métier enseignant. Je détruis totalement ce que M. Dinanga vient de dire. Et aussi longtemps que nous sommes capables d'aller avec vous dans des universités, d'étudier, de maîtriser bien la matière, nous sommes aussi capables d'aller dans cette confrontation sur les champs du travail avec vous. Je ne pense pas que, parce qu'on est femme, on est là, on se victimise et on dit, voilà, il faut que les hommes nous favorisent. Mais le problème, c'est quoi? Le milieu scolaire doit être sécurisé pour la femme. Vous savez qu'on parle souvent de violences faites à la femme basées sur les genres, qui sont aussi dangereuses pour l'élève, l'écolière, que pour la femme enseignante. Ça, on n'en parle pas. La deuxième chose, ce sont des pesanteurs et des stéréotypes que vous venez de signaler. Je vais vous donner une anecdote un peu rapidement. Un monsieur, il y a une dame qui m'a raconté qu'au Kassai, une dame est allée visiter un papa et son fils est allé lui dire dans la maison, papa, il y a quelqu'un qui te cherche. Le monsieur a hésité, il est sorti, il a trouvé que la dame était assise sous l'arbre. Il demande à son enfant, mais où est le monsieur qui me cherchait? L'enfant dit non, ce n'est pas un monsieur, c'est une dame. Il dit, alors c'est la dame là que tu appelles homme. Est-ce que la dame, c'est une personne? Vous voyez, il y a toujours des pesanteurs et des stéréotypes qu'il faut combattre avant de se poser la véritable question sur l'intégration de la femme dans l'enseignement. Moi, je ne pense pas que nous sommes là en train de vous demander est-ce que vous pouvez nous aider à travailler ou pas. Non, nous travaillons aussi bien que les hommes le font. Ce n'est pas question de cela. Vous remettez en cause la question de l'autorisation maritale. Je remets ça en cause et je voudrais demander aux autorités de faire en sorte qu'il y ait la neutralité et l'impartialité dans les systèmes éducatifs, dans les milieux éducatifs, pour permettre à la dame, surtout à la jeune dame, qui est faible, parce que la Bible reconnaît que la femme est un être faible. Ça ne vient pas de nous. Donc, cette faiblesse voudrait aussi que nous puissions avoir des partenaires qui nous aident à embrasser cette faiblesse. Être faible, mais ça ne empêche pas quand même de on n'est pas dans la religion. Je voudrais compléter rapidement. 15 secondes. 15 secondes. Je m'inscris un tout petit peu en faux pour ce qu'elle dit à la fin. Être faible, bon, on n'aurait pas fait ensemble les écoles comme... Sophie demande protection. On lui rappelle au-delà de ça, elles peuvent compétitionner autant que les hommes. Mais je vais plutôt compléter en disant, parmi ce que doit faire ou ce que devrait faire le gouvernement, moi je pense qu'il faut rendre attrayant le poste d'enseignant pour les femmes. Très bien. Méliès Ndelo, vous êtes resté suffisamment attentif par rapport à ce qui s'est disé tout à l'heure. Vous participez en tant que syndicaliste dans plusieurs assises, mais également autour de plusieurs tables de prise des décisions. Aujourd'hui, comment on peut assurer une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise des décisions dans notre secteur de l'éducation? La réponse est simple. C'est juste sécuriser la femme. On venait de parler d'un mot que j'aime bien, la masculinité. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas exclure l'esprit compétitif, non. Ce n'est pas aussi exclure l'esprit qualitatif, non. C'est juste
sécuriser la femme. J'ai les rapports ici des Nations Unies du 30 janvier 2024. On doit le taux de 96% de femmes en RDC qui sont victimes de harcèlement en milieu professionnel. J'ai les rapports ici avec moi du 30 janvier 2024. Voyez-vous. Alors, ce sont les mêmes femmes qui veulent compétir pour devenir, par exemple, enseignantes, mais qui sont exposées à beaucoup de barrières, dont notamment la question du harcèlement. Mais il y a un code de bonne conduite qui a été mis en place. Il n'est même pas vulgarisé. Il faut vulgariser ces codes-là. Là, vous êtes en train d'évoquer les textes, les papiers, vraiment, les écrits. Mais c'est au niveau maintenant de l'application de ces écrits. C'est ça. Voilà pourquoi j'en appelle d'ailleurs aux autorités politico-administratives de faire appliquer le texte à tous les niveaux. Voyez-vous, nous avons le code, bien sûr, ce sont les textes, ce sont les écrits. Mais ça doit être appliqué. Combien de femmes aujourd'hui, surtout en province, qui ont un problème déficitaire de communication, sont victimes de harcèlement sexuel? En milieu professionnel, j'insiste. Et au fur et à mesure que cette pratique de harcèlement sexuel va continuer à faire surface, il y aura un taux vraiment, je vous dis, sensible de réduction de femmes qui vont accepter... Mais est-ce que c'est ça la raison majeure qui fait à ce que les femmes soient... J'ai donné un taux de Nations Unies du 30 janvier 2024. Des chiffres fiables. 96% de femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel en milieu professionnel, y compris dans le domaine de l'éducation. Tout à fait. A besoin d'une pédagogie. Ça veut dire que c'est le côté où les dirigeants ont échoué un tout petit peu. La chose qui a victimisé la femme. Méliès a dit quelque chose de très important. Il a dit, il est question d'abord de la révalorisation, de l'encadrement. Lorsqu'on parle de révalorisation, on voit le moyen. C'est quoi que donne ce métier de l'enseignant, ce métier d'enseignant à la femme, pour que la femme soit motivée, afin que cette dernière donne la file à d'autres femmes de dire que voilà, je suis enseignante, je vis mieux, je gagne mieux, vous pouvez venir aussi. C'est ça, disparité dans les salaires. C'est ça. Aujourd'hui, si cet aspect des choses est garanti, je pense que ça va émaner d'une certaine pédagogie. Tout le monde qui va venir dans le métier trouvera déjà des garnis pour pouvoir... Mais comment cette femme va faire face à cet homme qui paraît comme une barrière? Maintenant, il y a une réalité qu'il faut expliquer à ce qui nous suit. Là, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte. On va y entrer un tout petit peu avant de revenir. Donc, ça veut dire que cet homme-là, qui s'érigit en barrière contre cette femme qui devrait servir la nation, c'est un homme qui est en manque d'intelligence des situations. Mais hélas, il y a le microcosme naturel qui l'impose à cet homme de laisser la femme. Ça veut dire la précarité. Quand cet homme n'est pas peut-être bien formé, ou il a ses orientations scientifiques, et la femme a ses orientations aussi, il y a un moment où la famille nous exige que la femme et l'homme contribuent. Voilà pourquoi au village où vous dites, il y a des femmes qui partent au champ, et les femmes qui partent ailleurs, et les hommes qui partent ailleurs, mais à la fin de la soirée, vous mettez tout ensemble. Et c'est cette réalité, permettez, directeur. Vous êtes dans votre temps de parole. C'est cette réalité qui fait que les hommes parfois trouvent qu'il y a nécessité que les femmes s'y mettent. Mais si la femme doit se mettre, c'est maintenant la question qu'il faut répondre. Est-ce que cette femme-là est compétiteur? Ça, c'est aussi une question. Est-ce que cette femme a des capacités requises? Voilà pourquoi madame tout à l'heure a abordé la question de la masculinité positive, qui, du reste une question pendante et mal comprise. Voilà pourquoi les gens lancent même de l'opprobre au président de la République. Et il y a ceux qui félicitent. Oh, il y a une représentativité des femmes. Mais dans cette représentativité, aujourd'hui, au sein de ce gouvernement, il y a des femmes piètres. Vous n'êtes pas pour le quota réservé aux femmes? Je ne suis pas pour le quota, je suis pour la compétitivité. Ah oui, ça veut dire que elles doivent le mériter, les femmes de doivent être capables de dire à l'homme que, monsieur, malgré ton pantalon, scientifiquement, je suis capable de faire ce que tu fais. Et en ce moment-là, tu vas voir qu'on ne parlerait même pas de cette chanson de Moineau, de la représentativité et de la masculinité, si jamais la femme est compétente. Très bien. Guy Chungu, nous avons beaucoup de partenaires dans notre sous-secteur, notamment ONU Femmes, qui encouragent les femmes, l'UNICEF, et ainsi de suite. Quel est le rôle que toutes ces organisations internationales peuvent jouer pour revaloriser le métier d'enseignant pour les femmes, notamment la société civile? Je n'aimerais pas trop parler de cela avant de parler de nous-mêmes. Non, mais on a vu plusieurs projets, projet d'appui à la jeune fille, projet d'appui à la jeune fille. Que cela fasse des choses pour nous sans que nous-mêmes, nous puissions les faire pour nous.
que fait le gouvernement pour révaloriser le métier enseignant, en passant par la femme? C'est la grande question. Nous ne pouvons pas toujours dire qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous. Cette politique de mettre pendu, moi, je ne l'apprécie pas trop. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est déterminé, engagé de faire des choses pour relancer le secteur, pour relever le sous-secteur, pour parler du nôtre, le sous-secteur de l'éducation nationale. Nous avons une ministre femme, ministre d'État, qui est à la tête de ce ministère et qui a fait preuve de méritocratie. Qui pourra dire aujourd'hui que cette dame qui est à la tête aujourd'hui a été juste le fruit de la masculinité parce que c'est une femme? Non. Elle a fait ses preuves. Elle a été plusieurs fois à la tête de plusieurs projets. Je n'aimerais pas personnaliser le débat, mais moi je veux rentrer en disant ceci. Il y a un tableau qui se présente. On sent un désintéressement des femmes d'embrasser le métier enseignant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour rendre ce métier attrayant? C'est d'ailleurs l'une des solutions. Qu'est-ce qui est fait? Parce que rendre attrayant le métier, ce n'est pas seulement donner un salaire plus, mais plus aux femmes qu'aux hommes. C'est aussi une piste de solution. Mais on peut aller au-delà. Mais laissez évoquer l'assainissement du milieu scolaire. Parce qu'on parle ici de cas d'harcèlement, on parle de tout ce qui est déploré ici et là, mais le gouvernement doit mettre en place une stratégie. Au lieu de réfléchir seulement autour des ateliers innovants, des financements innovants, des termes qui sont devenus presque grossiers, pourquoi ne pas rentrer dans des petits détails qui peuvent faire avancer le petit problème qui, d'ici un de ces 4 matins, pourront constituer un vrai obstacle pour l'évolution du sous-secteur. Et moi, je me dis, le gouvernement doit commencer, avant de parler des partenaires, parce que les partenaires ont compris que nous-mêmes là, notre propre gouvernement, nous sommes un petit peu en faiblesse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des orientations avec le fonds qui nous arrive. Je donne l'exemple d'un de projets, je ne me permets pas de citer le nom, qui dit, ben écoutez, vous avez besoin d'un financement, on vous donne le financement, mais à la condition, révaloriser les femmes enseignantes. Vous devez, à votre niveau, assurer la prise en charge régulière des femmes enseignantes, c'est-à-dire payer sans difficulté. Épurer, voyez comment épurer le cas des femmes enseignantes NP et tout. Mettez un accent particulier, beaucoup plus sur les femmes enseignante. Très bien. Très important. Sophie, mais ceci sera... 10 secondes. Oui, ceci sera opposé à une autre réalité, puisque aujourd'hui, par exemple, à la Dinakopé, les choses fonctionnent avec un système. Et il y a un ratio qui existe. Si on s'est dit dans une salle de classe, pas plus de 3 enseignants femmes, ou pas plus de 5 enseignants. Dans une école ou une salle de classe? Dans une salle de classe, par exemple. Ce n'était qu'un exemple. Oui, le système dit, dans une salle de classe, 2 enseignantes et 3 enseignants. Et que vous mettez plus, vous donnez plus de promotion aux femmes, le système va rejeter. Donc ça va... Même les mécanismes qui sont mis en place pour essayer de, soi-disant, réglementer les choses, ça devient une barrière. Une opacité. Parce que les choses fonctionnent avec des ratios, avec des systèmes qui sont mis en place. Sophie Kanjinga, c'est un vrai problème. Parlons des infrastructures. Oui. Aujourd'hui, dans l'arrière-pays, pour ceux qui y vont, on ne trouve pas des écoles, un peu comme à Kinshasa. Mais il n'a pas répondu à la question. Il reviendra dessus. Il reviendra dessus. Il ne va pas s'éternaliser. Pour vous qui faites l'arrière-pays, les écoles, on ne trouve pas comme à Kinshasa, où sur 2-3 avenues, vous avez des écoles. C'est après peut-être 5, 6, 10, voire 50 km que vous pouvez trouver une école. Cette enseignante qui habite loin, comment elle va faire? Est-ce que le problème des infrastructures scolaires représente aussi une barrière par rapport à la révalorisation de ce métier? Très bien. Je pense qu'une femme qui habite à 200, 300 km de là où elle doit donner cours, ça pose un problème. Surtout pour l'arrière-pays, quand on sait que l'insécurité qui règne déjà ici, dans certaines zones.
qui est la capitale, à plus forte raison à l'arrière-pays, il y a aussi un problème. Mais je voudrais revenir sur les partenaires un peu rapidement pour détruire ce que mon co-débatteur visiblement, c'est Fierté Dinanga, Dinanga, votre cible aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? L'accès sécurisé de la femme au métier enseignant doit être mis en place. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que M. Méliès a dit que même le fait d'embaucher la femme, de recruter la femme comme enseignante, c'est tout un problème. Il y a les violences qui existent là-dessus. Donc, vous voyez le préfet qui dit, pour que tu sois recruté ici, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Aujourd'hui, les Nations Unies ont dit 50-50. On doit donner toutes les chances à la dame, c'est-à-dire 50% de recrutement. C'est vrai qu'on ne pourra jamais faire ça. Mais pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire quand vous reconnaissez nos capacités? Pourquoi ne pas nous donner cette chance d'œuvrer aussi avec vous comme les font les autres? Les ne permettent pas qu'on fasse le 50. C'est ça aussi le grand problème. Donc, moi, je crois que tant que la disparité salariale va continuer entre les salaires des hommes et des femmes, alors que l'argent n'a pas de couleur, la monnaie n'a pas de couleur, je pense que ça ne sera pas possible pour que la femme trouve le métier enseignant très attrayant pour elle. Donc il faudra... Fierté, vous rebondissez? Nous sommes sur un faux débat. Je l'ai dit que cette histoire de la masculinité positive, cette histoire de la femme, s'il vous plaît, de la femme qui doit être mise en avant-plan, de la femme qui doit être protégée, de la femme... Mais écoutez, l'homme et la femme, nous nous appelons tous hommes avec un grand H. Ici, le directeur a essayé de soulever. Ça veut dire que si le nombre de femmes n'est pas équivalent au nombre des hommes, on ne parlera pas de 50-50. Mais tous les rapports des systèmes des Nations Unies ont démontré que les femmes sont plus violentées que les hommes, messieurs. J'en arrive. Les femmes sont plus violentées. Pourquoi? Parce que si on me dit ici que la femme est faible, moi je dis, mais non, la femme a des plus grandes capacités plus que l'homme. Je peux vous donner un exemple banal. Vous allez voir une femme qui est enceinte, qui porte la charge, qui prépare le foufou, qui va puiser de l'eau, qui va faire ce que l'homme ne peut pas faire. Parfois, il a mal à la tête. Mais nous parlons à partir des données chiffrées. Aujourd'hui, il a tout simplement un fait de société qui a travaillé sur le psychique de la femme pour lui dire que vous êtes faible. Finalement, la femme a mis dans sa tête qu'elle est faible. Même Sophie, quand je venais de le dire tout à l'heure, qu'elle était faible. Ce n'est pas possible. Donc ici, il est tout simplement question, comme je l'ai dit d'entrée des jeux, que choisir un travail qu'on aime, on ne regrettera jamais un seul jour de ça. Il y a quand même... Les femmes doivent compétir. Il y a quand même de quoi appuyer ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle n'a pas bien présenté la chose. Les femmes sont victimes d'une injustice. Venant des sociétés. Venant de la société, justement. Je crois que vous allez dire venant des hommes. Notamment des hommes. Notamment des hommes. Lorsqu'on parle, je vais paraphraser ce qu'a dit Méliès, lorsqu'on parle de ces femmes qui sont aujourd'hui harcelées. Les hommes, oui, on parle d'harcèlement, oui, il y en a quel taux? Oui. Les femmes, je ne vois pas un homme qui vient demander ou postuler, on lui dit, ben, écoute, avant tout, il faut que tu te donnes toi. Ça existe, mais à quel taux? À quel pourcentage? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'assainissement du milieu scolaire, c'est notamment puisqu'il y a certains faits qui sont imposés aux femmes. La marginalisation de la femme aujourd'hui, la victimisation aussi qui se remarque autour de ses propres femmes, justifie ou donne raison à ce côté protégé qu'il faudrait mettre en place. Je vous donne raison. Je vous donne raison à Sophie. Je ne suis pas d'accord avec... On le laisse finir. Pourquoi doit-on protéger la femme? C'est ça. Quand on dit la femme est un être faible, c'est un grand débat. Mais je ne rentre pas dedans. Pourquoi protéger la femme? Et comment protéger la femme? Il y a des choses que l'on dénonce aujourd'hui dans la société. Ça a été dit par Méliès.
notamment les promotions canapé, notamment le point sexuellement transmissible, notamment. Ce sont des choses qui sont vraies. Vous connaissez beaucoup de choses, apparemment. J'en sais quelque chose puisque je suis dans la société. Il vit dans la société. Il vit dans la société. Il vit dans la société. Laissez-le finir. Je le sécurise. Laissez-le finir. 30 secondes. Je ne fais que corroborer à ce que lui, Méliès, a dit avant. Parce qu'il a crié haut et fort que ça se passe non seulement dans des milieux scolaires, mais aussi dans le bureau gestionnaire. Comment il sait, puisque c'est un administratif. Lui également connaît beaucoup de choses de la société. Alors, j'aimerais dire que Fierté Dinanga doit faire très attention lorsqu'il parle de ne pas protéger la femme. La femme a besoin d'être protégée, mais face à des faits bien précis, bien connus. Mais laissez-le. S'il vous plaît. 10 secondes. Écoutez, M. Chungu, lorsque vous parlez de points sexuellement transmissibles, vous parlez de la promotion canapé, tout ça c'est une conséquence de l'éducation de cet enseignement dont nous faisons mention ici. Ça veut dire que moi j'ai une fille chez moi à la maison, ma fille, qui part à l'école, qui est bien instruite, que moi-même j'oriente. Lorsqu'elle sera devant une question de promotion canapé, elle va dénoncer. Par là, je vais dire quoi? La femme est l'être qui est forte, mais qui a la capacité de l'opacité. La femme a la capacité de refuser le harcèlement, mais elle donne quand même son numéro de téléphone. Quand ça barre de demain, d'où l'importance de la sensibilisation. Il faut protéger les femmes. D'où il y a question de sensibilisation. On protège avec la loi. C'est la loi. Il y a autant de lois. La loi seule a un caractère protecteur. On n'a pas de loi. S'il vous plaît. Il y a de l'amalgame en fait. Non, attends. Les textes existent. Est-ce qu'il n'y a pas de loi qui protège la femme? Oui, mais la femme enseignante. Parlons de la femme enseignante. Oui. Combien de femmes enseignantes harcelées se sont déjà rendues devant les juges naturels? Mais parce qu'il n'y a pas vulgarisation de ces... Ça veut dire que combien de femmes enseignantes harcelées se sont plutôt rendues devant la justice pour dire que M. Moutamba, je viens avec un dossier d'harcèlement. Vous parlez d'aujourd'hui? Non, je parle... Faisons une analyse de manière générale. On parle de manière générale. On est vraiment dans la généralité. Aujourd'hui, les femmes, face à ces réalités, préfèrent se rétracter. Elles se rétractent pourquoi? Nous sommes dans une société où vous connaissez mieux que moi que la justice... En tout cas, je ne parlerai pas de celle d'aujourd'hui. La justice n'a toujours pas été forte pour résoudre le problème de la proximité, de la base. Vous le savez mieux que moi. C'est-à-dire pour avoir gain de cause, il faut l'argent. Combien sont ces personnes aujourd'hui victimes de l'injustice de la justice? Ça existe. Dénoncer, c'est une chose, mais vous dénoncez, vous perdez quand même votre poste. Aujourd'hui, pour garder la tête haute, je peux accepter, moi, en tant que femme, je me dis, je n'en suis pas une, hein, je me dis, bah écoutez, puisqu'il y a trop trop d'harcèlement, trop d'injustice, je démissionne. Je préfère rentrer, aller au champ. Mais c'est l'État qui perd, puisqu'il y aura de moins en moins de femmes enseignantes. Il faut que l'on rende attrayant ces métiers, notamment en sécurisant tout cas d'harcèlement, par exemple pour les femmes enseignantes, je le dis comme ça, il faut une réflexion, mérite XY chose, mérite XY sanction. Le droit... Vous parlez des femmes qui doivent eux-mêmes se prendre en charge. C'est difficile. C'est très difficile. Tant que la loi n'est pas derrière, c'est compliqué. Le droit est droit. 5 secondes. Quand il est réclamé. Très bien. Au moment où la femme ne réclame pas, on dira quoi? Ça dit qu'elle est dans l'opacité. Très bien. Très bien. Mais laisse Ndelo. Sophie plaide pour l'intégration de plus de femmes dans le métier d'enseignant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de femmes que les hommes, par exemple? Parce qu'à entendre Sophie... C'est ça ou possible? À entendre Sophie, son souci, c'est d'avoir plus de femmes. Est-ce que c'est nécessaire et prioritaire dans notre contexte actuel? On doit favoriser bien évidemment l'avènement des femmes. D'ailleurs, les chiffres doivent décupler. Qu'il y ait beaucoup de femmes dans la profession enseignante. Mais lorsqu'on parle ici de ces mots ici, harcèlement, violence, aller et venir sont des verbes contraires. Lorsque l'enseignante dénonce le préfet, automatiquement l'enseignante, conformément au texte, l'enseignant doit être sécurisé. Parce qu'il y a des effets après les actes. Les effets induits. Vous voyez, maintenant, cette enseignante-là, est-ce que à ces jours, y a-t-il des mécanismes susceptibles de sécuriser la victime?
Je ne crois pas. Et d'ailleurs, même en termes de communication, s'il vous plaît, même lorsque un bon journaliste, fait un reportage de cas de viol ou de harcèlement, le journaliste est obligé de cacher, de voiler la figure de la victime. Mais aujourd'hui, vous voyez, on voit une fillette même, on filme et on voit la figure de la victime. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, on doit tenter de réfléchir, bien évidemment, autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir reçu des cas de dénonciation? Comment sécuriser la victime? Comment effectivement mettre la victime à l'abri de la personne qui voulait le harceler ou le violer? Vous voyez? Alors, je vous dis encore aujourd'hui que cette pratique de harcèlement est un frein qui empêche le fille d'embrasser la carrière enseignante. Et je profite aussi pour plaider pour les cas des femmes enseignantes avec handicap, donc les enseignantes vivant avec handicap. Surtout dans l'arrière-pays, il y a un problème au niveau des installations hygiéniques. Alors, si vous parcourez bien les écoles où il y a des femmes enseignantes handicapées, qu'est-ce qui se passe? Elles utilisent les mêmes installations que les valides. Valides. Les hommes valides. Alors, il y a maintenant de contamination des maladies hybrides, vous voyez, et beaucoup d'enseignants sont tombés malades, d'autres même ont perdu la vue parce que on ne sait pas le mettre dans leurs propres conditions, parce que les enseignants... ça fait à ce que les femmes refusent d'embrasser le métier. Non, là c'est une parenthèse pour... ouais, mais on parle ici... J'ai bien dit... On risque de mélanger les pinceaux, là. J'ai bien dit des femmes handicapées. Non. Lorsqu'on parle de femmes... Je les sécurise. Mais ils sont en train de parler tout simplement de l'amélioration des conditions de travail. Ne mélangeons pas le pinceau. Je les sécurise. Il parle de l'amélioration tout simplement des conditions. Pour savoir épuiser ses cartouches, nous avons des choses à dire qui nous laissent parler. Mais vous n'avez plus rien à dire. Moi, ma question est... Allez, très bien. On va chuter, on va conclure. 30 secondes chacun. Sophie Kajinga, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la thématique du jour, révalorisation du métier d'enseignant pour les femmes en RDC? Comment y parvenir? Il faut rendre ces métiers attrayants, mais aussi compatibles à la féminité de la femme. Quand vous parlez de féminité, vous faites allusion à quoi? J'ai fait allusion à la rémunération. Vous savez qu'il y a toujours disparité salariale entre l'homme et la femme, y compris dans l'enseignement. Il faut... Mais tu as dit... Moi, j'ai reçu hier une dame qui venait de quoi? Comme enseignant. Non, ça de Bas-Congo, qui me dit, elle est même une femme vivant avec handicap, qui dit qu'elle n'a aucun avantage. Elle a fait 9 mois comme NU. Là, c'est un autre cas. Je sais que c'est un cas. Mais je voudrais continuer pour dire qu'il faut favoriser la dame. Donc, déjà, l'accessibilité... Le favoritisme, c'est ce que... Non, dans quel sens? C'est-à-dire que l'accès même de la femme à l'école, à l'institution, à l'instruction, pose problème. Vous savez que les enfants garçons sont préférés par rapport aux enfants filles. J'ai des rapports, je n'ai pas amené ça, qui démontrent que sur 100 filles qui commencent l'école primaire, 10 finissent l'école primaire, et 20 finissent l'école primaire et 10 vont jusqu'à l'université. Très bien. C'est pour montrer que l'éducation de la femme d'abord a un problème. Merci. Et si l'éducation a un problème, son accès aussi à l'enseignement pourra poser ces mêmes problèmes. Fierté d'Inanga, c'est pas moi que vous avez... 30 secondes. Vraiment, on va inverser les choix. 30 secondes. Je pense que le monde s'émeut si les bonnes personnes se taisent. Aujourd'hui, nous sommes devant une réalité. La revalorisation de cette enseignante dans sa profession, c'est la prise en charge des qualités. Par prise en charge, il faut payer l'enseignante, il faut la mettre dans des bonnes conditions. Même lui donner quelques avantages. Une situation que nous n'avions pas pu relever. Les infrastructures. Vous savez, il y a les politiques nationales qui ne permettent pas que ces choses soient mises en place. Souvenez-vous de la question de la construction des 1000 écoles qui n'avaient pas été conçues, l'argent a disparu. Toutes ces histoires-là sont des effets induits. L'argent a été détourné. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça sont des effets induits dans l'orientation. Merci beaucoup, Fierté Inanga. Guichungu, vos 30 secondes. Oui, justement, je vais dire qu'il faudra vraiment que nous puissions aller faire simple. Faire simple, c'est notamment, comme elle a dit, révaloriser. Il y a de quoi décrypter la révalorisation sur quoi. C'est notamment la régularité de la paye, c'est notamment remettre
redonner à ces dames cette envie, peut-être en ayant un salaire plus que les enseignants. Ah bah oui, c'est intéressant de le dire. On peut se permettre de dire dans les calculs, tout enseignant touchera $120 et les enseignants pour ses $100. soins. Ça pourra équilibrer les choses, même si on ne parlera pas d'égalité, mais il y aura quand même une sorte d'équité. Il faudra assainir les milieux scolaires. Par assainissement, vous voyez quoi? Un peu tout ce qui est harcèlement, violence, toutes les barrières qui s'imposent même à toutes ces femmes. Il faudra aussi voir comment mettre en place une politique une politique pérenne qui pourra comment je veux le dire, un peu d'une manière permanente. Non. Si vous prenez le mot, laissez-moi. Quand vous trouverez le mot, on va revenir vers le mot arrive. Il est là. Le mot est là. Il est là. Une politique pérenne qui pourra consolider les acquis. Très bien. Consolider les acquis parce qu'en fait, tout ce qui sera décidé doit être pérennisé. Au risque de perdre le travail qui a été abattu. Et enfin, 2 secondes, pour répondre à votre question, le projet nous vient pour financer la stratégie mise en place par le gouvernement. Donc sans stratégie, on n'aura aucun résultat. Donc tous les projets qui nous arrivent, si nous-mêmes, gouvernement, n'avons pas la tête à réfléchir, en tout cas, ça ne servira à rien. Mais il faut aussi évoluer. Il faut évoluer. Mais laisse-le, 30 secondes, rapidement. Tous ces projets. Il avait déjà épuisé ses 30 secondes. Non, il est encore dans son temps de parole. C'est vraiment le dernier tour. C'est vraiment le dernier tour. Mais alors, dans mes 30 secondes, je demande à ce qu'on puisse vulgariser un numéro vert pour dénoncer le cas. Il existe déjà. Il existe. Je parle de la vulgarisation. Et il est vulgarisé jusqu'au avec niveau la des DGC. Parce qu'il y a un problème de communication, il y a assez d'enseignantes qui sont victimes de harcèlement sexuel, mais ne savent pas vers qui aller pour soumettre leurs problèmes. Et au-delà de ça, nous allons demander aux autorités de revoir la question de la rémunération. Parce qu'il y a une différence entre ici à Kinshasa où l'accès est facile de la maison vers la banque, mais en province, il y a un problème pour que l'enseignante femme puisse arriver à toucher à son salaire. Donc on doit bien évidemment définir une politique facile pour permettre à l'enseignante de toucher régulièrement sa paye et en toute facilité. Très bien. Allez, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, chers co-débatteurs. Merci de votre disponibilité. On se retrouvera prochainement pour d'autres sujets encore plus sensibles touchant le secteur de l'éducation. On se donne rendez-vous prochainement. J'espère pouvoir vous retrouver. Merci Méliès. Merci Fierté Linanga. Merci Sophie. Merci également à Guichungu. On se donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas de nous regarder sur différents bouquets au niveau du pays, mais également sur Canal+, au canal 356. Bye bye.